Cube Radio. Épilogue. Bienvenue. Vous écoutez le 3e et dernier épisode de notre thème sur le retour des exilés du FLQ. Je suis Benjamin Tremblay et je suis en compagnie de mon collègue Denis Martel. Salut Denis. Salut. Aujourd'hui, on retourne là où on s'est arrêté dans le 2e épisode. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de l'écouter, on vous recommande fortement de retourner en arrière. Dans le 2e épisode, on a appris que pendant l'exil des membres de la cellule Libération en France, Régent Tremblay a pu se présenter à leur logement à Paris, faire une entrevue avec eux et même leur demander les conditions qu'ils exigeraient pour leur retour éventuel au pays. Régent avait ouvert la porte subtilement mais directement. Il pourrait faire le message au gouvernement, si jamais il y en avait un à lui transmettre. Qu'est-ce qui s'est passé à son retour de Paris? Régent Tremblay a écrit un article sur sa rencontre avec les felkistes, non seulement pour le journal La Presse, mais aussi pour un autre magazine. Comment ça s'est organisé le rapatriement des exilés? C'était quoi la réaction un peu au Québec d'abord puis les journalistes, puis la presse, ça a dû être un... Je pense que la presse a validé tout ça, parce que c'était tellement fou, ça avait tellement pas de bon sens. Puis ça a fait la une. La moitié de la presse, c'était grand format, là. La moitié de la une, c'était la photo, avec le Jacques Cossette-Trudel, Louise Lanctot, puis le jeune Alexis, qui était sur les genoux de sa mère, je pense. Puis moi, j'ai dû rentrer vers 2-3 jours après la parution de l'article. Fait que tu savais pas encore la commotion physiquement, que ça avait pu, la réaction que ça avait pu causer. Non, moi, j'étais sur une autre planète. Avant d'aller plus loin, je veux qu'on explique un peu mieux la posture du gouvernement du Québec. Parce que pendant la crise d'octobre, le provincial ne voulait pas négocier et céder aux demandes des felkistes. Ils voulaient rien savoir. Pour eux, c'était hors de question de traiter avec des terroristes. Mais le fédéral leur a offert un sauf-conduit qui leur a permis de partir à Cuba. Ce qu'il faut comprendre du contexte, c'est que Castro est au pouvoir. C'est une idole révolutionnaire, puis à ce moment-là, les guérilleros du monde entier sont non seulement hébergés à Cuba, mais on les entraîne aussi pour tourner faire la révolution dans leur propre pays. Les exilés étrangers ont carte blanche, sont presque accueillis en héros. Jacques Lanctot va le décrire plus tard dans un livre comme un 4 étoiles full crédit qu'aucun businessman québécois aurait pu se payer. Pendant qu'ils sont là, toutes les dépenses sont payées par Cuba, qui baigne pas dans l'abondance non plus. En fait, c'est Fidel Castro lui-même qui a pris la décision d'accueillir le clan Lanctot. Pour la petite histoire, les Lanctot avaient droit à tous les privilèges, sauf d'être armés et entraînés comme les autres. On leur refuse aussi des faux passeports pour venir clandestinement au Québec et continuer la révolution. En fait, selon le directeur de cabinet de Pierre-Éliott Trudeau, c'est à travers tout ça que la relation d'amitié entre Castro et Trudeau a commencé. Trudeau était reconnaissant à Castro, qui d'une manière lui retirait un gros problème. Les deux y gagnent, parce que c'est le blocus américain contre Cuba qui a pas beaucoup d'amis. Et le Canada, c'est un partenaire commercial qui est absolument essentiel, presque à la survie du régime castriste. Comme on l'a déjà dit dans le dernier épisode, en 1974, le clan Lanctot passe de Cuba à Paris. Mais comment ils sont rentrés au Québec au bout de cet exil? Dans cet épisode, ce qui est intéressant, c'est de se demander comment les felkistes étaient perçus au Québec. En tout cas, Régent trouvait qu'il était temps de changer un peu leur image, de les présenter comme des gens normaux, des gens qui ont droit à la réhabilitation, d'être pardonnés par la société. Mais comment on change la réputation d'un groupe perçu comme des terroristes? Vous entendrez aussi Marc-André Bédard, l'ancien ministre de la Justice du gouvernement de René Lévesque. On vous propose d'écouter la suite de notre rencontre avec Régent Tremblay. Régent nous raconte ce qui s'est passé après la publication de son article dans le journal La Presse. Fait que là, pour être sûr que les Québécois, le monde trouverait ça, comprendrait leur histoire, trouverait ça cool, tu sais, un peu, pour préparer la rentrée. Je me souviens que j'ai écrit un texte, puis je l'ai signé Christiane Lachapelle. Je pense dans le lundi, qui était l'ancêtre de 7 jours. Je me souviens de ça le lundi. Et là, donc, ça, encore là, la une. Pourquoi ça, donc? Ouais.
Pourquoi t'écrivais sous le nom de ta conjointe, de ta Dans femme de le- l'époque? Non, mais j'étais à la presse. Je pouvais pas écrire pour, dans le lundi. Mais ces textes-là, pourquoi ils allaient pas à la presse? Tu multipliais tes sources de revenus? Non, je multipliais l'impact auprès du monde. C'est pas la même clientèle que la presse. Fait que là. tu menais Ok. une opération de relation Pour moi-même, Ben, auprès des écoute, autres. non, mais moi ça plusieurs fait... sources différentes Oui. en même temps. Fait que En t'avais même écrit temps. sous un faux nom Non, Christiane Lachapelle. pour envoyer dans un autre journal. Christiane Lachapelle. Le propriétaire du lundi, Claude Charon. Fait que quand je suis rentré avec les Felkis, je pense qu'il m'a appelé pour me féliciter. Parce que Claude, Monsieur La Semaine, là. Vous avez vu la pub, Monsieur La Semaine. Bonne C'est semaine. resté un ami personnel toute ma vie. Et il m'avait appelé, je pense, pour me féliciter. Puis il avait dit, Claude, tu ferais une moyenne histoire, non? J'ai dit, ma femme était avec moi, on va t'écrire ça, elle. Il n'y a pas ça à rire. Et c'est ça, par Christiane Lachapelle. Si vous retrouvez le lundi de première, deuxième semaine de septembre, il y a un texte avec les Felkis signé par Christiane Lachapelle. C'est le même genre de texte aussi, raconter l'histoire. D'une façon différente, encore plus humaine. Ouais, parce que c'est ce qui intéressait les lecteurs du lundi. Du lundi. Fait que t'avais tout ton plan de com pour Puis là, j'ai favoriser l'acceptabilité du retour. Et donc, après ça, j'ai fait le message, mais je l'ai pas fait directement à Marc-André Bédard. Je voulais pas être obligé, je voulais pas le compromettre. C'est ce que je me demandais, comment le PQ avait pris cette information-là, ce qu'il avait fait avec ensuite. Après ça, là, je leur ai donné l'info. Sur les conditions du retour, sur dans quelles conditions ils vivent, où ils sont. Oui, ben ça, ils savaient. C'est eux autres qui m'avaient donné l'adresse, le gouvernement, le ministère. On sait pas, Mais là, c'est qui. C'est ça. Non, je ne sais pas. On présume. On présume. Il y a quelqu'un qui m'a donné le numéro. Puis ils sont rentrés le 27 décembre, je pense. 27 ou 28 décembre. Dans un moment où les chroniqueurs judiciaires, tous ceux qui sont un peu plus à droite probablement, les vétérans dans les salles, c'est ceux qui sont en vacances. Tout le monde est en vacances. Fait qu'ils sont rentrés en soirée, je pense vers 9h le soir. Puis ça a passé des images au téléjournal, puis that's it. Après ça, il y a eu des articles, là, mais c'était très factuel. Mais moi, après ça, j'ai pas eu le temps de suivre ça. Là. Le Canadien gagnait encore une coupe. C'est un peu ça que je me demande. Toi, après ça, quand tu reviens, puis tu vois ça développer, là, ils reviennent, puis ça fonctionne, puis le gouvernement prend acte de ces infos. Ben oui, mais c'est ça, si tu devais être content de voir que tu as eu un rôle là-dedans, puis ce voyage-là. Moi, je les avais trouvés sympathiques, moi. Puis je trouvais que, à un moment donné, je crois fondamentalement, moi, à la réhabilitation. Sinon, ça veut dire que n'importe qui a commis un crime, c'est... Tu as vu ça un peu dans les Felkis qui étaient à Paris. Donc, tu croyais à la réhabilitation. Et d'ailleurs, ils ont fait... Jacques Langto a été aux Éditions de l'Homme, puis chez Sagides, il était un éditeur de livres, les Éditions Jacques Langto. Je l'ai rencontré après, puis on avait des projets ensemble que j'ai jamais eu le temps de faire. Mais ensuite, Jacques Cossette-Trudel a gagné sa vie, puis Louise Langto a très bien... je pense qu'elle a été travailleuse sociale, je pense, Louise, ou que... Mais moi, j'avais fait la job. Moi, la job, c'était... J'ai cru comprendre que le ministre de la Justice serait favorable à votre retour. Pour revenir au retour des Felkis, ça s'est créé comment, ce contact-là? Comment ils ont pu transmettre leurs conditions ou commencer une certaine forme de négociation avec le gouvernement en place à ce moment-là? L'ancien ministre de la Justice, Marc-André Bédard. Non, moi, je pense qu'il n'y a pas eu de conditions. C'est simplement eux qui avaient à prendre la décision s'ils revenaient ou pas. Puis s'ils revenaient, ils savaient d'avance qu'ils seraient traités comme tous les autres, sur le même pied d'égalité que tous les autres citoyens. Mais à ce moment-là, pourquoi ils ont échappé aux fédéraux dans un contexte comme celui-là? Parce que finalement, c'est ce que leur peine, ça valait une peine qui se Pourquoi traitait aux fédéraux? au Ils n'ont pas échappé au fédéral. La justice, c'est administré par le Québec. Puis les événements se sont passés au Québec. Donc, tout l'ensemble du déroulement du processus judiciaire se faisait était québécois.
j'aimerais vous apporter plus de choses peut-être surprenantes, mais c'est aussi simple que ça dans mon esprit, là. À ce moment-là, c'est quelques années seulement après les événements de 70. C'est quoi l'attitude du Parti québécois face à... René Lévesque était absolument contre toute violence. René Lévesque disait qu'on arrive à l'indépendance ou aux autres grands projets sociaux du Parti québécois en les expliquant et en convainquant. Il y avait l'impression que ça nuisait. Et il y avait, en 70, René Lévesque était furieux. Marc-André Bédard était furieux, lui aussi, là, trompez-vous pas. Et d'ailleurs, le PQ n'a jamais honoré ou banalisé les actes de violence des felkistes. Je veux dire, pour le PQ, c'est du terrorisme criminel. That's it. Jamais endossé. Jamais endossé. Et le retour, une négociation pour qu'ils reviennent au pays, c'était pas pour non plus en faire des héros, là. C'était pour permettre à des Québécois qui étaient en exil de négocier un retour au pays de façon honorable, je dirais ça, tu sais. Mais ils ont fait la prison. Je veux dire, Louise Langto a fait la prison. Ils ont tous pogné, je pense, 2 ans et moins. Jacques Cossette-Trudel a fait la prison. Jacques Langto a fait de la prison. Ils ont tous fait de la prison. Est-ce que René Lévesque était contre toute forme de rachat pour les terroristes? Oui, puis il l'a dénoncé très, très fortement par de ça. Mais non. C'est clair, moi, je me rappelle que... mais que je m'en rappelle, j'ai pas besoin de m'en rappeler, là. C'est clair que M. Lévesque et le Parti québécois ont toujours, dès sa fondation, établi très clairement qu'on voulait l'indépendance, la souveraineté du Québec, mais d'une manière démocratique. Et non en employant quelque violence que ce soit. Est-ce que, suite aux événements, lorsqu'il y a eu une série d'articles qui sont sortis dans la presse, c'est Régent Tremblay, justement, qui les avait écrits, est-ce qu'il y a eu, par la suite, d'autres contacts pour un débriefing avec Régent Tremblay pour voir un peu comment tout ça s'était passé? Non, en aucune façon. Non, puis je crois pas qu'ils disent le contraire, là. En tout cas, à ce qui me regarde, là, c'est très clair. Je vous ai dit, là, ce qu'il en était, là. Maintenant, disons que même si j'ai des liens, j'avais une bonne amitié avec Régent, comme toujours. Je le suivais pas partout, n'est-ce pas? C'est des dossiers délicats dans le sens que il n'y a pas de marge de manœuvre là-dedans. C'est que tu administres la justice, c'est la même justice pour tout le monde. Donc, à partir du moment où quelqu'un est susceptible d'être l'objet de plainte, le processus est toujours le même. C'est la référence au procureur de la Couronne, au service policier, etc. Et le ministre de la Justice ne va pas se mêler, en tout cas, en ce qui me regarde, n'a pas à intervenir dans ce processus-là. C'était quoi ta plus grande motivation là-dedans? Ah ben ça, faut que je confesse que c'était une Christophe d'histoire. Comme journaliste,
Toi puis moi, les gens, on carbure au scoop et aux histoires. Hein. Ah ouais. Il y avait un peu cette dimension professionnelle-là Oh, de jeune journaliste de 33 ans qui ouais. pogne une histoire incroyable. Irrésistible, l'aventure irrésistible. Là, Puis, il faut dire que j'étais un indépendantiste. Mais je suis resté un indépendantiste. Je trouve que j'ai 1000 fois plus de raisons d'être indépendantiste aujourd'hui que même que je pouvais en avoir en 70. Là. Puis que je condamne... C'est sûr que je condamne les morts, puis je condamne... Parce que, à un moment donné, les grandes causes qui justifient le terrorisme, sérieux, là... ça se défend pratiquement pas. Puis je l'ai vécu d'une autre façon aussi, parce que le fils de Pierre Laporte, Jean Laporte, c'est un de mes amis personnels, proches. Jean Laporte, il était président de Rogers pour le Québec, l'Est du Canada. Jean Laporte, le fils de Pierre Laporte, qui était assassiné par les Roses, je le voyais souvent, mais il était président de Rogers. Quand j'allais couvrir la Coupe Rogers au tennis au Parc Jarry, est-ce que Jean t'en a déjà parlé du fait que tu avais favorisé en quelque sorte le retour et la réhabilitation des... Ça, là, la blessure que lui a subie enfant, je veux dire, par respect, là, on n'a jamais... Puis il savait que j'avais été... Jamais discuté ça avec non. Lui. Avec les exilés du FLQ, tu as déjà eu une discussion avec eux par la suite sur ces événements-là? Non, je les ai jamais revus. Jamais revus par après? Non. Les seuls qui sont reconnaissants aujourd'hui? Je sais pas. J'ai pas fait ça pour la reconnaissance. Quelque chose de personnel que j'ai fait quand je suis revenu, ça me boguait, moi. J'avais les cassettes. Puis, je vous dis, c'est très différent, là. Les autres, il n'y avait pas le téléphone là-bas. Probablement pour des raisons financières ou pour pas être bogué, pour pas avoir la GRC aux trousses, je sais pas quoi. Puis à un moment donné, j'ai cherché dans l'annuaire téléphonique, dans les pages jaunes qu'on appelait dans le temps, puis la quincaillerie Gérard Langto, à Rosemont, boulevard Rosemont. Puis je l'ai appelé. J'ai dit, M. Langto, c'est Régent Tremblay. Mais là, c'est sûr qu'il avait vu l'article dans la presse. J'ai dit, je voulais vous dire, j'ai la cassette de l'entrevue. Si vous voulez entendre la voix de votre fille puis de votre petit-fils, je l'ai remarqué, c'est sur la cassette. Et là, il y avait eu un moyen de silence à l'autre bout. Puis c'est là que ça a fait buzz. Là. J'ai bien vu que la VRC tapait sa ligne. Ou la mienne. Donc, tu as entendu un signal que tu t'as reconnu comme étant un signal d'écoute électronique. Je sais pas si on peut dire électronique à l'époque. Ben, oui. Et on s'est donné rendez-vous probablement le lendemain ou le surlendemain, sur l'heure du midi, au Contiki, sur la rue Peel. Puis, je me souviens, j'ai raconté, puis il disait ça, je n'arrive pas à croire. J'arrive pas à croire qu'elle ait dit qu'elle était encore communiste. Le reste, là, c'est ça qu'il était pas capable. Il dit, j'arrive pas. Ben, il dit, écoutez, regardez, moi, vous le faire entendre. Puis je l'ai cué là-dessus. Puis c'est quand elle disait ça, Louise, qu'en même temps, on attendait la voix de son petit-fils. Il l'avait jamais entendu. Son petit-fils de 5 ans qui disait « Maman, j'ai faim. » Il devait être tanné de me voir là. Et c'est là, ça m'a frappé. Là. La réaction de son père à ce moment-là? Du grand-père. Du grand-père? Ouais. 2 grosses larmes. Vraiment, là. Là, après ça, là, il y avait... J'ai ramassé la facture, puis... Je l'ai pas revu non plus. Je l'ai jamais revu. La cassette, Régent? Je sais pas, j'ai aucune idée. J'ai déménagé pas mal, j'ai divorcé 3-4 fois. Mais as-tu une piste, as-tu un fouillage? T'as même pas une piste à nous donner qu'on... Moi, je suis prêt à vider tout le sous-sol. Non. D'abord, il y a 80 000 CD à sortir avant d'arriver aux cassettes. Puis la cassette, le tiroir à cassette, là, j'ai des grands bureaux. Il y en a des centaines. Mais j'ai jamais pensé à regarder ça. Je sais pas. Honnêtement, là, j'ai aucune idée.
Avec le recul aujourd'hui, en repensant à cette histoire-là, est-ce que tu réalises que ça appartient à l'histoire puis que ça a un peu changé la trajectoire nationale? Ce que ça a changé, je pense, moi, je trouve que ça a permis... Oui, les Roses, il y a eu mort d'homme. C'était reconnu pour homicide involontaire. Ils ne voulaient pas le tuer. Mais il y a eu mort d'homme. La cellule Libération, il y a eu un enlèvement. Fait que ça, c'est sûr que M. Cross a pu rentrer dans son pays, puis il a repris sa carrière. C'est sûr que c'est pas bien, mais moi, je trouvais que ces gens-là méritaient. Il y avait encore des choses à vivre et à dire. Puis, à un moment donné, moi, mon feeling à l'époque, c'était, tu vas-tu laisser une jeune famille comme ça, en exil à Paris, t'sais, Toute leur vie. Toute leur vie. À un moment donné, il va falloir qu'ils reviennent. Comment vous voulez fermer la crise d'octobre s'ils ne rentrent pas? C'est drôle, hein, parce qu'une fois que c'était fait, là, moi, j'ai bien vu qu'il était rentré le 27 décembre, puis quand j'ai vu ça, ça m'a fait peut-être un... Tu sais, j'avais un petit sourire en coin, de disant, ma tabarnache. Tu sais, j'ai pas gaspillé 3 jours à Paris pour rien, tu sais. J'aimerais ça me décrire comme un James Bond, là. C'est pas ça, pas en tout. Merci beaucoup, Régent. Hey, à un moment donné, si t'as pas les 2 doigts dans le nez dans la vie, là, tu peux faire des affaires. Il y a moyen de moyenner. Oui, monsieur. C'est ça que je retiens, moi, de tout ça. C'est ton mot d'ordre. Il y a moyen de moyenner tout le temps. Ils sont où? On va aller chercher. L'initiative. Dans le prochain épisode, on débute un nouveau thème, le référendum de 1995. Il y a 25 ans, le Québec vivait un des moments les plus importants de son histoire pendant la campagne référendaire sur la souveraineté du Québec. Il y a peu d'événements qui ont divisé autant les Québécois que celui-là. Nous avons parlé avec Mario Dumont, qui était chef de l'ADQ, l'Action démocratique du Québec, qui s'était rangé dans le camp du oui, et Lisa Froula, députée libérale et vice-présidente du comité du non. Ils ont tous les deux accepté de nous raconter la manière dont ils ont vécu la campagne, mais aussi comment ce deuxième échec référendaire a marqué, selon eux, la trajectoire nationale, mais aussi leur trajectoire personnelle. À bientôt. Animation, Benjamin Tremblay et moi-même, Denis Martel. Réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Merci à Joshua Ménard Suarez à la recherche. Une production Cube Radio.